Le roi a gonflé et empesté pendant 3 jours, ce que les médecins ont caché lors de l'autopsie de Louis XII. Le troisième jour, le corps a commencé à se couvrir de cloques. Les serviteurs ont cloué les fenêtres. Le médecin a ordonné d'asperger le sol de vinaigre, mais l'odeur ne disparaissait pas. Une vapeur chaude s'échappait de sous les portes. Des témoins ont déclaré que la peau du visage était gonflée, tendue et avait éclaté près de l'œil gauche. Personne n'osait entrer sans se couvrir le visage d'un linge. Le roi de France, Louis XII, n'est pas mort sur son trône. Il a gonflé dans son lit, les pieds collés, la laine fétide et gémissant sans cesse. Il ne criait pas, il ne le pouvait plus. Sa gorge était tellement enflée que ses mots se transformaient en sifflements. Il était simplement allongé, regardait le plafond et respirait bruyamment. Parfois, la salive coulait de sa bouche en un filet qui s'imprégnait dans l'oreiller. Les premiers signes de la maladie sont apparus début décembre dans une pièce chauffée du château de Blois où le roi dormait avec la fenêtre ouverte et avait pris froid. Dès le lendemain, il se plaignait de maux de tête, d'une lourdeur dans la poitrine et d'une faiblesse dans les jambes. Cependant, aucun des médecins de la cour ne s'en inquiéta. Le troisième jour, on lui fit une saignée d'une pinte. On lui appliqua des cataplasmes chauds, des frictions à l'ail et à l'huile, et on lui fit inhaler du miel. On lui donna une décoction de coquilles de noix séchées et de vinaigre, mais sa température continua d'augmenter. Au septième jour, Louis ne bougeait presque plus. Extrait des notes personnelles d'un des médecins royaux. Des taches sont apparues sur la peau de Sa Majesté, en particulier dans la région de l'aine et des aisselles. Elles ne disparaissent pas lorsqu'on appuie dessus. Elles sentent la chair en décomposition. La langue est recouverte d'un enduit blanc. Le pouls est rare et irrégulier. L'urine est épaisse, avec un dépôt. La voix est rauque, le discours confus. L'impression générale est celle d'un processus de putréfaction interne. À en juger par ces symptômes, il s'agissait probablement d'une septicémie causée par une infection sanguine, peut-être due à un abcès inflammatoire à la jambe dont le roi souffrait depuis le début de l'automne. Mais dans l'entourage du monarque, aucun médecin n'osa le dire. Au lieu de cela, on lui donna de la cervelle de taureau séchée, de la poudre de clous de girofle et du vin faiblement alcoolisé avec du miel. Le roi vomit immédiatement tout cela. Dès le 11e jour de la maladie, les appartements commencèrent à empester. Les serviteurs qui changeaient les draps rapportèrent que les tissus étaient imprégnés d'une mucosité noire et collante qui dégageait une vapeur. L'accès au corps fut restreint. Des gardes furent postés à la porte. Toutes les visites furent interdites, à l'exception du prêtre et de 2 médecins de confiance. Pas de noblesse, pas d'ambassadeur. Toute communication se faisait par une étroite fente entre les portes. C'est lui-même qui a demandé qu'on ne s'approche pas, écrivirent plus tard les rapports. Il ne voulait pas être vu, il avait peur d'être maudit. Les rumeurs affirmaient qu'il criait la nuit. Il criait si fort que les bougies tombaient, mais personne ne l'a confirmé officiellement. Son état physique se détériorait rapidement. Certaines parties de sa peau, en particulier sur sa jambe gauche, commençaient à noircir. Lorsqu'on essayait de tourner son corps, on entendait un craquement. Les serviteurs affirmaient que l'os à l'intérieur sonnait comme une planche sèche. Le matin du 28 décembre, le roi a commencé à s'étouffer. Les médecins ont essayé de lui mettre un bâton en bois dans la bouche pour l'empêcher de suffoquer, mais sa mâchoire était serrée. Ils ont alors utilisé un lancet pour faire couler le sang d'une veine du cou. La blessure ne cicatrisait pas. Le sang coulait lentement, presque sans pression. L'un des serviteurs qui tenait le bassin s'évanouit plus tard à cause de l'odeur. Il fallut lui apporter des charbons imbibés de vinaigre. Il mourut le lendemain, mais resta dans la pièce pendant 3 jours, non pas contre la volonté des médecins, mais pour des raisons politiques. La noblesse de la cour ne parvenait pas à se mettre d'accord sur qui serait le premier à voir le corps. Anne de Bretagne, la veuve, exigeait que personne de la maison de Valois n'y entre. François d'Orléans se tenait à la porte avec des gardes. L'envoyé du pape exigea une autopsie immédiate afin d'exclure tout empoisonnement, mais le corps commençait déjà à se décomposer. 24 heures après la mort, la peau de l'abdomen était gonflée et du pus s'écoulait sous les ongles. Les médecins refusèrent de toucher le cadavre à main nue. Extrait d'une lettre conservée de l'évêque de Tours. Quand on nous a enfin laissé entrer, j'ai vu Sa Majesté gisant dans une mare de ses propres fluides. Son corps était cramoisi. Les plaies sur son visage s'étaient ouvertes. Ses yeux avaient éclaté. Il lui manquait un doigt.
On ne pouvait rester dans la pièce plus d'une minute tant l'odeur était insupportable. L'autopsie a été pratiquée sans procès-verbal officiel. Les médecins n'ont laissé aucun rapport écrit. Cependant, un mois plus tard, une note remarquable, attribuée à un médecin parisien qui avait participé à l'examen du corps, a été publiée. Elle disait « La vésicule biliaire est rompue, les intestins sont noircis, le foie est friable et présente des taches, le cœur est hypertrophié et présente des signes de putréfaction interne. Les os du bassin sont déformés, les entrailles dégageaient une odeur indescriptible, les tissus se détachaient de la chair au moindre contact. Je n'ai jamais vu cela chez aucun autre cadavre. » Selon d'autres sources, l'autopsie aurait été interrompue. L'un des participants se serait évanoui. Un autre serait devenu fou une semaine plus tard et aurait été interné dans un monastère. Le corps n'a pas pu être entièrement embaumé. Après avoir tenté d'ouvrir la cage thoracique, un flot de pus et de gaz s'est échappé du cadavre, brûlant la peau d'un des moines. Le processus a été interrompu. Les restes ont été placés dans un sarcophage en plomb, fermé sans honneur et envoyés à Saint-Denis. L'enterrement s'est déroulé rapidement. Le peuple n'a pas été autorisé à y assister. L'enterrement s'est déroulé dans le calme, mais non sans effusion de sang. La nuit même de l'enterrement, on tenta de rouvrir le corps, non pas par des médecins, mais par des hommes de François d'Orléans. Ils avaient besoin d'un diagnostic prouvé, d'une confirmation de mort naturelle, afin de mettre fin aux rumeurs d'empoisonnement. Ils furent arrêtés par les soldats de la reine veuve. 3 personnes furent tuées à coups de poignard à l'entrée de la crypte. Depuis lors, la tombe de Louis fut gardée jour et nuit. Le tombeau ne fut pas décoré, aucune inscription ne fut gravée, le sarcophage resta sans nom. Seuls quelques mots furent gravés à la base du socle. Le roi est mort en hiver. Dans le palais royal, derrière les murs du château de Blois, le chaos éclata. François d'Orléans ne reçut pas immédiatement la confirmation de ses droits au trône. Une partie de la noblesse protesta. On pensait que Louis avait gardé jusqu'à la fin un document secret dans lequel il aurait modifié l'ordre de succession au trône. Le document ne fut pas retrouvé. Cependant, dans les notes du médecin, écrites d'une main tremblante, figurait une étrange remarque. Avant de mourir, Sa Majesté a ordonné de sortir un coffre du pied de son lit. Il contenait des papiers. Il a dit « C'est mon pardon et mon abdication ». Le coffre a été brûlé pendant la nuit. C'est la reine elle-même qui l'a ordonné. Sur fond de soupçons et de rumeurs grandissants, Anne de Bretagne se retira dans un couvent. Elle affirmait ne pas vouloir voir le cadavre encore à l'état de squelette déjà se disputer les os. Sur son ordre, la chambre où le roi était mort fut scellée. 6 jours plus tard, des rumeurs sur la chambre noire commencèrent à circuler. Les serviteurs disaient entendre des bruits de pas, des cliquetis métalliques et des gémissements pendant la nuit. L'un des nouvelles recrues de la garde perdit la raison après une nuit de garde. Il affirmait avoir vu du sang couler sous la porte. Dans les semaines qui suivirent, les nouvelles autorités ordonnèrent de nettoyer le château. La chambre où Louis était mort fut entièrement brûlée, avec le lit, les meubles et même les planches du sol. Il fallut remplacer les pierres du sol, imprégnées de décomposition. Elles dégageaient une odeur acide que ni l'herbe, ni le vinaigre, ni la résine ne pouvaient masquer. En tentant de démonter l'une des cheminées, on trouva un petit récipient en cuivre portant l'inscription « Pour le dernier ». Son contenu, un mélange d'opium, de belladone broyée et d'os pilés, était destiné à l'endormir si la douleur devenait insupportable. Il ne fut pas utilisé. Entre-temps, l'empoisonnement, réel ou imaginaire, devint une question politique cruciale. Les prêtres affirmaient que le roi était victime d'un châtiment divin. Les chroniqueurs évoquaient les hérésies que Louis n'avait pas condamnées comme il se devait, son refus de participer à la croisade, son retard dans la répression des Vaudois et son indulgence suspecte envers les penseurs italiens qui fuyaient l'Inquisition. Les sermons devenaient de plus en plus virulents. Un moine de Rouen déclara ouvertement « Il a pourri vivant parce qu'il s'est détourné du feu. Celui qui ne brûle pas sera brûlé. » Cette phrase fut reprise dans les rapports secrets de l'ambassadeur espagnol qui conseillait au roi de Castille de renoncer à son alliance avec la France. D'après le rapport d'un observateur florentin transmis au printemps, après la mort de Louis, la cour française s'est tellement affaiblie que toutes les décisions importantes étaient prises dans un cercle restreint dont la moitié de l'ancienne noblesse avait été exclue. La position du clergé s'est renforcée, le peuple a peur, l'armée est désorganisée.
François monta sur le trône dans un climat de peur et de murmures. François lui-même ordonna bientôt la destruction de toutes les copies des dossiers médicaux relatifs à la maladie et à la mort de son prédécesseur. Il craignait que ces documents ne soient utilisés contre lui. Il n'en reste que quelques extraits anonymes, parmi lesquels son ventre était gonflé comme une outre. Du pus coulait de ses yeux. Au 5e jour, la mort était déjà là, mais son cœur battait encore. Nous ne savions pas ce qui le maintenait en vie. Ce n'est que plus tard que nous avons compris, c'était la peur du jugement. Officiellement, Louis XII est mort d'une fièvre aiguë. Pas un mot sur la décomposition, les ulcères, les écoulements ou la noirceur de la chair. Les véritables causes de sa mort ont été oubliées, consciemment, sur ordre ou par peur. Son nom n'a pas été canonisé, ni maudit, ni même mentionné. L'année de sa mort, aucune procession n'a eu lieu. Le peuple disait « Le roi est mort, mais son odeur est restée ». Cela signifie que son âme est toujours là. L'année de la mort de Louis XII, la France entra dans une période de silence. Ce n'était pas un silence officiel de deuil, mais une lourdeur qui s'était installée dans les villes, dans la voix des prêtres, dans les salles des parlements. Les gens ne prononçaient plus son nom. Sur les marchés, les marchands parlaient de celui qui est parti. Dans les châteaux, ses portraits furent retirés et rangés dans les caves. Les courtisans ne portèrent pas de deuil, non par manque de respect, mais par crainte que le mort lui-même n'y prête attention. 2 mois après l'enterrement, des plaintes parvinrent du monastère de Saint-Denis. Le supérieur rapporta que le sarcophage en plomb du roi avait commencé à suinter. La nuit, une humidité épaisse qui sentait la résine pourrie s'accumulait autour de lui. Une tentative de percer un trou pour évacuer l'humidité se solda par une émanation de gaz qui rendit un moine aveugle et en évanouit un autre. Le sarcophage a ensuite été recouvert de chaux et entouré de 3 rangées de pierres. Le gisant n'a pas été remis en place. François, déjà sacré roi, a refusé de se rendre à Saint-Denis. Il a ordonné que les offices funèbres soient célébrés dans d'autres villes, loin de la source de panique. Dans les cercles privés, on murmurait que Louis n'était pas mort, mais qu'il était resté à l'intérieur. L'un des moines a laissé une note dans son livre de prière. « La nuit, je l'entends appeler. Il ne demande pas, il exige. Il ne prie pas, mais il appelle. Il a oublié son nom, mais sa voix est restée. » Les conséquences politiques furent tangibles. La première fut le renforcement de l'Église. François, désireux de conserver le pouvoir, conclut immédiatement un accord avec les cardinaux sur la soumission totale des tribunaux de la juridiction royale aux structures ecclésiastiques. Il abolit plusieurs impôts instaurés par Louis et annula plusieurs de ses décrets. Cela semblait être une nécessité politique, mais ceux qui étaient proches de la cour royale disaient qu'il se rachetait de la malédiction. Extrait d'un rapport interne d'un prêtre d'Avignon. Dans le palais, on ne prie plus pour le repos de l'âme du défunt. Au contraire, on allume des bougies et on lit des psaumes protecteurs. Les domestiques refusent de rester seuls dans la salle où siégeait autrefois le conseil royal. Certains disent avoir vu une ombre noire entre les fauteuils. La médecine, comme l'Église, tira ses conclusions. Dans un traité sur les fièvres putrides publié à Lyon 1 an plus tard, figurait un court chapitre anonyme intitulé « Du roi qui a enflé de peur ». Il décrivait un cas où la mort n'était pas survenue à la date prévue en raison de la résistance du corps envahi par une âme impénitente. Là où l'esprit est impur, la chair résiste à la décomposition, concluait l'auteur. Ce texte fut diffusé clandestinement, mais il servit de base aux conceptions futures sur le lien entre la culpabilité et les maladies du corps du monarque. François publia un décret ordonnant l'isolement complet des appartements où Louis était mourant. Les murs furent murés, les pièces rebaptisées et ces salles ne figuraient plus sur les plans du palais. Le serviteur qui avait refusé de quitter son poste disparut peu après. Selon la rumeur, il fut retrouvé dans une fosse, la gorge tranchée et des restes de cire dans la bouche. La mort de Louis ne provoqua pas de révoltes ouvertes, mais elle eut un autre effet dans les esprits. Le peuple, qui vénérait depuis longtemps les rois comme des ouins, commença pour la première fois à admettre qu'un monarque pouvait être maudit plutôt que béni. Cette fissure dans les consciences marqua le début de l'érosion de la croyance en la nature sacrée du trône. Le dernier acte eut lieu 4 ans plus tard. À Paris,
Lors d'une foire paroissiale poussiéreuse, un moine prédicateur, qui ne donna pas son nom, s'adressa à la foule avec un crâne pourri. Il le tenait dans un linge et criait « Regardez, il a pourri et empesté pendant 3 jours, et maintenant, il n'est plus que poussière, ni nom, ni pardon, non pas parce qu'il était pécheur, mais parce qu'il avait peur de se repentir. » La foule fut dispersée. On ne revit plus jamais le moine. C'est ainsi que s'acheva l'histoire de Louis XII, non pas dans les chroniques ou sur le marbre, mais dans la mémoire putride transmise par les murmures. Sa mort fut le dernier clou dans le cercueil de l'idée de l'immortalité du trône. Après lui, même les rois commencèrent à craindre de mourir trop longtemps. Plus d'1 an s'écoula. La pièce où Louis XII était mort resta murée. Aucun roi ne donna l'ordre de l'ouvrir. Sur tous les plans du château, elle était représentée par un rectangle vide, sans fenêtre, sans porte, sans nom. Mais dans le langage populaire, elle reçut le nom de « ventre du roi ». Les anciens racontaient que les murs y étaient recouverts de graisse et que sa voix résonnait sous le sol. Parfois, disait-il, des corbeaux aux yeux blancs s'envolaient du château, signe que l'âme du défunt n'était pas encore partie. Ces récits relevaient de la superstition, mais ils étaient plus ancrés dans les esprits que tous les sermons de l'Église. 2 ans après la mort de Louis, le pays fut frappé par des mauvaises récoltes. Un printemps froid, un hiver rigoureux et des inondations détruisirent les céréales dans plusieurs provinces. Les lettres des moines disaient « Le ciel s'est détourné ». Les gens se souvenaient du roi qui avait provoqué la colère par son impénitence. Les prédicateurs se mirent à parler à nouveau du cadavre gonflé que ni Dieu ni la terre n'avaient ordonné. Pendant ce temps, à Saint-Denis, où reposait Louis, les murs de la crypte étaient couverts de moisissures. La pierre sous le sarcophage commençait à se fissurer. Les ouvriers envoyés pour inspecter les lieux refusèrent de continuer leur travail après que 2 d'entre eux eurent contracté une fièvre putride, plaie cutanée, toux sanglante, fièvre, mort en 3 jours. Le supérieur accusa la pourriture résiduelle. Les documents officiels mentionnèrent des causes naturelles, mais le monastère ferma définitivement une partie des souterrains. François, le nouveau roi, tenait de plus en plus souvent ses réunions hors du palais. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il souffrait de terreurs nocturnes, dormait avec une bougie et interdisait de prononcer le mot « pourriture » en sa présence. L'un des serviteurs, ancien valet de cuisine de Louis, affirmait avoir entendu François prier à voix basse, demandant de ne pas subir le même sort que son prédécesseur. Il portait également une amulette sur laquelle était gravée une prière pour une mort rapide sans décomposition. Plus tard, les chroniqueurs ecclésiastiques tenteront d'effacer ces informations, mais les journaux intimes des survivants ont conservé des lignes qui ne laissent aucun doute. La peur de la décomposition du corps est devenue une véritable force politique à cette époque. Même le nouveau médecin royal écrivait dans son traité « Le médecin ne guérit plus la maladie, il prévient la pourriture. La peur est contagieuse, la mort est acceptable, mais la décomposition ne l'est pas. » Après Louis, de nouvelles mesures apparurent dans les prescriptions médicales à la cour, immersion forcée dans l'opium pour provoquer un état inconscient en cas de décomposition critique des tissus, interdiction d'accès au corps du monarque défunt au public, ablation obligatoire des intestins avant les funérailles si la mort était survenue lentement. Tout cela était présenté sous le couvert de la moralité, mais la véritable raison était la peur que cela se reproduise. Les prêtres ont changé leur discours. Désormais, au lieu de gloire éternelle, ils parlaient de purification temporaire, et les messes pour le repos de l'âme des rois étaient accompagnées d'un jeûne particulier. L'Église avait peur, le peuple encore plus. Le dernier détail dont on ait gardé trace est un ordre donné de la volonté personnelle de François, 9 ans après la mort de Louis. Selon cet ordre, les restes de l'ancien roi furent réinhumés dans un sarcophage de plomb recouvert de planches goudronnées, dans une crypte supplémentaire où personne ne pouvait les voir. La pierre qui fermait le passage était sans inscription. Seul un homme, un moine gardien, nota dans son journal « Il n'y a rien là-dedans, mais l'odeur ne s'en va pas ». Ainsi prit fin non seulement la vie d'un monarque, mais aussi la croyance que le corps d'un roi meurt plus pur que celui d'un simple mortel. La mort de Louis n'a pas détruit l'ordre politique, qui a été rapidement remplacé. Elle a détruit l'idée de la bénédiction du pouvoir. Après lui, tous les rois sont morts plus vite, parce que pourrir était devenu plus dangereux que mourir.